avant le prochain traitement. On peut vous donner une idée pour le prochain traitement, quelle date, OK? Mais il y a des aléas du transport, que ça vient de Hollande, etc. Normalement, environ 3 semaines, on sait pas mal quelle date vous allez avoir. On vous appelle et on vous donne votre rendez-vous pour le prochain traitement. Qu'est-ce qu'on fait avec le sandostatin ou avec le lanréotide? Euh, Normalement, ce qu'on dit à nos patients, c'est que si vous êtes sur un régime de 4 semaines, on essaie de ne pas avoir de ces médicaments-là 3 semaines avant le traitement. Des fois, c'est pas possible. OK? On doit aller aux 2 semaines ou une semaine, dépendamment de la fréquence, mais on fait notre gros possible de ce côté-là. C'est arrivé par le passé qu'il y a des patients qui ont complètement oublié de ne pas avoir leurs injections. Ils l'ont eu la semaine avant. OK? Et ça n'a pas été un drame. Donc, il ne faut pas. Je dirais, cette consigne-là est appelée à changer dans le futur, là, dépendamment des résultats qu'on va avoir. Donc, la raison pour laquelle on pense là, que ce n'est peut-être pas un problème, là, c'est que les récepteurs, une fois qu'ils sont liés avec la somatostatine, rapidement vont aller à l'intérieur de la cellule et ils vont être recyclés à la surface de la cellule. Donc, ils vont être disponibles à ce moment-là pour la PRRT pour aller se lier. Donc, une fois que vous avez fait vos 4 premiers traitements, on refait le bilan. On refait le GAM68 si vous l'avez eu, ou un Octreoscan, on refait un CT scan, puis on voit est-ce que la maladie elle est stable, est-ce que la maladie elle a progressé ou est-ce qu'elle a régressé. Et on peut, si jamais on a du questionnement suite à cette image-là, faire la TEP ou FDG. Donc, 3 options qui s'offrent à nous habituellement après la PRRT, soit qu'on attend. Puis ça, c'est la portion la plus difficile pour les patients. OK? Parce qu'on aimerait ça continuer à donner des traitements, mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont rester stables pendant une très longue période de temps après la PRRT. Donc, il n'y a aucune utilité à donner d'autres traitements sauf enrayer votre moelle osseuse. Donc, on espère à ce moment-là gagner du temps et éventuellement vous donner le traitement uniquement quand ça va être nécessaire pour vous. Donc, si on a à attendre 2 ans, 3 ans avec la maladie se remanifeste, bien, on va avoir gagné 2, 3 ans où on ne vous donnera pas des effets secondaires du traitement. Si jamais on voit que la maladie elle a beaucoup, beaucoup régressé, mais qu'il reste encore beaucoup de maladies à traiter, puis qu'on pense que donner un 5e puis un 6e traitement pourrait continuer sur cette lancée-là, bien, on va peut-être vous les offrir tout de suite. Et si malheureusement, je veux dire, la maladie, elle progresse, bien là, à ce moment-là, on va passer à la prochaine ligne de traitement. Donc, si je vous donne des chiffres là, pour est-ce que ça fonctionne, bien, la PRRT, la plus grosse étude qu'il y a actuellement, c'est l'étude de Netter 1, où on voit que les gens qui ont pas... Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des patients, ils étaient sous sandostatin LAR 30 mg. On leur a dit, bien, soit qu'on te garde sur 30 mg puis on donne la PRRT, ou on te monte à 60, donc double dose de sandostatin. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'après un suivi d'à peu près 30 mois, plus que la moitié des gens n'avaient pas encore progressé quand ils avaient eu la PRRT, alors qu'après 8 mois, les gens avaient progressé quand on avait doublé la dose de sandostatin. Les gens qui étaient sous PRRT avaient 40% plus de chances d'être en vie à la fin du suivi que ceux qui ne l'avaient pas reçu. Et bon, ils ont refait là, une autre analyse là, récemment et la tendance là, se poursuit. Probablement une des slides de la réévaluation qui m'intéresse le plus, puis potentiellement qui pourrait vous intéresser également, c'est le Global Health Status, c'est comment vous vous sentez. Donc, est-ce que vous avez l'impression que votre maladie elle est active ou elle n'est pas active? Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui ont eu la PRRT demeurent beaucoup plus longtemps sans symptômes ou avec beaucoup moins de symptômes que ceux qui n'ont pas reçu la PRRT. Donc, si on regarde un petit peu la plus grosse cohorte de patients qui a été suivie, là, de gens qui ont eu la PRRT, là, la cohorte de Rotterdam, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des bons taux de réponse là, des gens qui ont des tumeurs neuroendocrines du grêle. Donc, ici, c'est rémission complète, rémission partielle, un petit peu de diminution, mais maladie stable. Tout ça ici, pour nous, c'est considéré comme une bonne réponse à la PRRT. Donc, si on regarde, c'est 80% des gens qui ont les tumeurs neuroendocrines qui ont une bonne réponse. Puis pour les gens qui ont des tumeurs neuroendocrines du pancréas, okay, c'est également une très bonne réponse là, de ces gens-là.
Les gens qui ont de la PRRT et qui ont eu au moins une maladie stable ont plus que 48 mois de plus de survie que ceux qui n'ont pas eu la PRRT. Euh, donc, ici, là, si on compare avec des contrôles historiques, là, des gens qui n'étaient pas traités jadis, là, 23 à 69 mois de plus. Donc, c'est quand même très intéressant comme traitement. Mais d'avoir un gain de survie, mais d'avoir une vie misérable à cause des effets secondaires du traitement, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Donc, est-ce que la PRRT est un traitement qui vous rend misérable? Eh bien non. Si on prend là, les effets secondaires, là ici, quand on évalue les effets secondaires, on parle de grades. Okay? Quand on a un grade 3, un grade 4, c'est des effets qui peuvent mettre votre vie en péril. Okay? Quand on parle de grade 1, grade 2, c'est des choses qui sont relativement légères. Si on compare, disons, avec un autre traitement qui est le everolimus, ça, c'est le pourcentage des effets secondaires pour des grades 3 et des grades 4, donc des grades sévères, alors que nous, on est dans le grade 1 à 2 et on a moins de pourcentage de gens. Donc, qu'est-ce qu'on a comme effet secondaire habituellement? C'est des effets dus à la radiation, un petit peu de diarrhée, un petit peu de fatigue, nausées, vomissements, douleurs abdominales. C'est toutes des choses qui habituellement se passent durant la première semaine après le traitement et qui se résoudent spontanément. Les gens, on se pose la question, on a reçu une grosse quantité de radiation, est-ce qu'il va arriver des problèmes par la suite? Donc, le problème qui arrive et qu'on est sûr que c'est lié là, à l'ensemble de vos traitements, l'effet cumulatif de vos traitements, c'est éventuellement la moelle peut se fatiguer. Donc, on peut faire de la myélofibrose ou la moelle peut développer un deuxième cancer. Et c'est absolument un cancer qui se traite relativement bien. Mais écoutez, sur 500 patients, il y en a 4. Là. Donc, c'est à peu près moins d'1% là, des gens là, qui l'ont eu. Les autres problèmes sont souvent en lien avec des problèmes de santé préalables là, du patient. Donc, on vous parlait tantôt de thérapies personnalisées. Donc, est-ce que tout le monde est créé égaux? Donc, normalement, à 200 millicuries, comme on a dans la littérature, c'est une dose unique. Donc, un homme de 150 kg ou une femme de 50 kg va recevoir la même dose. Donc, vous comprendrez que les effets secondaires ou les effets bénéfiques vont varier de un à l'autre. Donc, la dosimétrie, comme j'ai expliqué, jour 1 et jour 3, on optimise la dose par rapport à ce que vos reins reçoivent et par rapport à ce que la moelle reçoit. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a une augmentation significative là, de la dose qu'on est capable de livrer au niveau des tumeurs. Donc, ça, c'est la moyenne des doses. Donc, on est un peu plus haut sur l'échelle. La dose au niveau des reins, elle est beaucoup plus stable que si on vous donnait la dose fixe. Donc, ce qui fait par contre qu'il y a des gens qui vont avoir aussi peu que 17 millicuries, alors qu'on parlait de 200 pour la dose fixe, puis il y a des gens qu'on s'est rendu jusqu'à 1000 millicuries. Donc, ça demande une gestion de département, mais habituellement, Nancy est capable de faire ça sans problème. Donc, ce qu'il faut retenir pour le traitement, donc lutetium 177 octreotate, c'est un traitement qui est palliatif. Actuellement, il n'est pas formulaire. Il a été accepté par Santé Canada, la version Lutathera, mais l'INES n'a pas encore rendu son verdict pour ce qui est du remboursement dans les hôpitaux. C'est une option à considérer au même titre que les autres traitements. Et donc, il faut que les tumeurs qui progressent soient avides d'octreotate. Il ne faut pas de lésions viables qui n'ont pas de récepteur. Et il faut bien sûr que les patients veuillent venir à Québec pour recevoir le traitement. Donc, questions, commentaires, insultes gratuites? Non? Moi, j'ai deux petites questions. Oui. Étant donné les niveaux de sensibilité que vous nous avez montrés, est-ce que Ouais. vous pensez qu'il y a encore de la place pour l'octréoscan? Je pourrais revirer la question en disant, est-ce qu'on pense qu'il y a possibilité de faire du gallium 68 dans tous les hôpitaux au Québec pour voir tous les patients? Actuellement, non. Euh, Par contre, mon esprit scientifique dit que si j'avais une baguette magique puis que je pouvais mettre tous les centres à jour avec des TEP scans puis du gallium 68 octreotate, je le ferais. Okay? Ceci étant dit,
Si vous avez un octréoscan qui vous dit que vous êtes un bon candidat pour la PRRT, il n'y a aucune raison d'aller faire le TEP au gallium-68. Par contre, si vous avez un octréoscan qui est négatif ou qui ne vous permet pas d'avoir la PRRT, je vous suggère fortement d'aller faire la TEP au gallium-68. Des fois, on a des belles surprises. Parfait. Deuxième question. Étant donné que la vascularisation des tumeurs ou des métastases, c'est souvent artériel, Ouais. est-ce que le PRRT, c'est artériel ou veineux? On va livrer au niveau artériel parce que dans le fond, quand on va l'injecter au niveau veineux, ça va être pompé par le cœur pour l'envoyer au niveau artériel au niveau des lésions. Occasionnellement, par le passé, on a donné des perfusions intra-artérielles hépatiques chez des gens qui avaient une grosse charge métastatique au niveau du foie. Pour l'instant, avec le peu de patients qu'on a, on n'est pas capable de dire si oui ou non il y a eu un bénéfice à le faire. Est-ce qu'ils ont plus réagi que si on l'avait fait via veineux, puis que ce soit le cœur par la suite qui l'ait envoyé au niveau du foie. Mais c'est ça. Fait qu'on n'en perd pas nécessairement. Il n'y a pas un premier passage hépatique, justement, qui enlève. Non, c'est ça, parce que sinon, on aurait des doses fulgurantes là, au niveau du foie, là, ce qui n'est pas le cas actuellement. Là. Parfait. Merci. Ben, je suis un petit peu fasciné au niveau, moi j'appelle ça de la thérapie cellulaire, est-ce que je me trompe? Et puis, d'une certaine façon, quand on voit une tumeur, ou mettons celle qu'on a vue là tantôt, là, avez-vous une idée combien de cellules ça peut représenter? On va dire dans le million et dans le plus. Et comment le produit fait pour aller trouver chaque cellule? En fait, on parle, si vous parlez de guérir 4, 5, 6 cellules, ça va bien, mais là, il s'est réparti sur des millions de cellules à ce point-là. Comment ils circulent pour aller chercher, habituellement, la tumeur, elle est ronde ou elle est repliée? Est-ce que ça fonctionne par un système sanguin d'alimentation de la tumeur, etc.? Là? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cellule qui est vivante dans le corps doit s'être développé un système sanguin. Okay, doit avoir des artères pour nourrir la tumeur. Donc, même si on parle d'une tumeur de 10 cm de large, s'il n'y a pas de nécrose dans le milieu, si la lésion n'est pas viable, en fait, si la lésion est morte dans le milieu, il n'y aura pas de système sanguin pour le milieu, mais de toute façon, on n'aura pas besoin de la traiter. Mais dès qu'une lésion elle est viable à l'intérieur de vous, c'est parce qu'il y a un vaisseau qui est capable de rentrer à l'intérieur, puis d'aller nourrir la cellule. Donc, nous, on emprunte ces mêmes vaisseaux-là. Donc, le produit qu'on injecte va aller. Et c'est en rentrant au contact, et c'est quand on parlait d'affinité, donc la capacité de s'accrocher au récepteur, bien, c'est ça qui fait que quand on arrive à proximité, la molécule s'attache après. Si elle ne réussit pas du premier coup à le faire, parce qu'elle a une mauvaise affinité ou que le récepteur a déjà été occupé, bien, à ce moment-là, elle va passer son chemin et ça se peut qu'elle soit éliminée par les urines. D'où le fait que certaines personnes qui ont beaucoup de tumeurs et qui ont beaucoup d'affinités, je veux dire, il n'y a pratiquement rien qui va au niveau des urines. Puis il y a des gens qui ont peu de captation, puis je veux dire, il va y avoir beaucoup de doses au rein, puis beaucoup d'élimination dans les urines. Mais en guillemets, la communication, je veux dire, il n'y a pas... c'est pas comme un vaisseau qu'on télécommande, puis qu'on s'en va dans la tumeur. C'est vraiment juste au passage proche qu'il va y avoir cette attache-là, là, comme un velcro, en fait. Ouais. C'est une question? Donc, ça prend les mêmes récepteurs de somastatine pour ce traitement-là que pour la somatuline. C'est ça. Mais dans un corps sain, où est-ce qu'ils sont est-ce qu'on a des récepteurs de somastatine auxquels ces choses-là vont se lier de toute façon? Oui. OK. Ouais. Ils sont Donc, où? si on regarde, quand on regarde, en fait, je vais aller vous trouver les images du gallium-68 de tantôt. Est-ce qu'il y a comme une surproduction de ces récepteurs-là sur une tumeur? Ouais. C'est un peu le principe pour lequel on les attaque, mais ils existent déjà ailleurs, c'est ça? C'est ça. Donc, si on prend notre image du TEP au gallium-68, donc on en retrouve dans l'hypophyse, on en retrouve dans les glandes salivaires, dans la thyroïde, le foie, les surrénales, la rate qui est l'organe qui reçoit le plus de doses, et les reins. Puis éventuellement, il y a un petit peu d'activité là, qui va aller au niveau de la vessie, mais c'est juste par accumulation.
Donc, les tumeurs neuroendocrines vont effectivement surexprimer ces récepteurs-là. Et c'est cette surexpression-là qui va nous permettre de choisir le bon patient pour la PRRT. Parce que vous comprendrez que si la lésion capte moins que le foie, bien, la majorité de mon traitement va aller traiter du foie sain, va aller traiter des reins qui sont normaux, la rate, etc., ou aller dans la moelle. Donc, je vais donner des effets secondaires, mais je ne serai pas capable d'aller traiter la tumeur. Oui. Ouais. Comment peut-elle se dessiner? Parce que moi, j'ai déjà eu un test pour la parathyroïde qui était anormal, mais ça ne s'est pas dessiné avec la radioisotope. Ça s'est dessiné, ça s'est découvert par échographie. Échographie, parce que la parathyroïde étant très petite, grosseur d'un noyau de melon d'eau, finalement. Oui. Donc, les tumeurs, les parathyroïdes, qu'on parle des adénomes ou les hyperplasies des parathyroïdes, ça ne sera pas avec ce genre de test-là qu'on va aller les identifier. Ça va être des scintigraphies au MIBI. OK? Et il y a différentes techniques, je veux dire, pour pouvoir aller les voir. Mais comme vous dites, ces lésions-là, s'ils sont très petites, très proches de la thyroïde, ça peut être très difficile de les localiser. Et c'est ça, on ne les traite pas avec la PRRT, là, pour la raison qu'on ne les voit pas avec le gallium 68 non plus. Là. C'est un traitement qui est chirurgical. Merci beaucoup. Juste un peu d'explication sur le cheminement médical. Ouais. En fait, tout patient qui arrive à vous, il est référé par quelqu'un d'autre. C'est ça. Et normalement, c'est chacun notre médecin individuel qui va faire la première démarche. Est-ce que tu es susceptible ou pas? Donc, il y a peut-être intérêt à avoir une discussion avec notre propre médecin sur le PRRT. Oui, Et est-ce que ça peut arriver par quelqu'un qui est, comme disons, en dehors du réseau neuro-endocrinien, un médecin plus qui va dire, oh, il faut que tu ailles là, ben, on a vraiment une étape ultime qu'il faut qu'il y ait quelque chose avant. Bien, c'est sûr que comme on doit épuiser les modalités chirurgicales avant d'aller vers le traitement de PRRT, il va pratiquement toujours y avoir eu un chirurgien, plus qui va avoir été impliqué dans les soins de ce patient-là. Je vous dirais qu'en 2012-2013, les gens ne connaissaient pas la PRRT, donc c'était bouche à oreille, région de Québec pour des cas d'accès spéciaux. Par la suite, le projet de recherche a démarré. Gens de Québec at large avaient beaucoup accès à la PRRT, encore là parce que l'enseignement s'est fait. Par la suite, ça s'est su à Montréal. Plus de gens en parlent dans les tumeurs, dans les groupes de tumeurs à Montréal, etc. Puis là, c'est à la grandeur du Canada. Donc, je vous dirais que dans les centres tertiaires d'oncologie, la PRRT est relativement bien connue. Donc, normalement, si vous avez un chirurgien ou un oncologue, il devrait avoir entendu parler de ce traitement-là. Il arrive occasionnellement aussi que les gens de Sherbrooke, quand vous passez un test pour gallium 68, qui vont émettre la possibilité d'écouter, il y a des récepteurs, si ça n'a pas été déjà considéré, tu sais, la PRRT. Fait qu'ils vont faire, entre guillemets, un petit rappel. Pour dire que c'est une possibilité. Ça n'arrive pas souvent, mais des fois, je veux dire, quand ils voient que ça va l'investigation va à droite, à gauche, ils peuvent donner un coup de main de ce côté-là. Mais c'est ça, il y a eu beaucoup de conférences qui ont été données à différents groupes d'oncologues, comme je prends récemment à Lévis, qu'on en a eu une, à Montréal, etc. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait de ce côté-là pour essayer de faire connaître la procédure à tout le monde. Et je vous dirais que la dernière étude NETER qui a paru dans les New England Journal of Medicine, c'est quand même une des très grosses revues médicales, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été exposés là, au traitement.
Merci, Dr. Buteau. Ça conclut notre session à saveur plus médicale là, du matin. Puis c'est le temps pour le lunch.